Deuxième partie avec Bernard de Montréal, novembre 1983 au Cégep Maisonneuve. Le titre était, et toujours, La conscience. Qui, Bernard de Montréal, peut savoir qu'un être est prêt ou est pas prêt à accéder à une certaine étape dans son évolution? On a passé la période d'involution, on se prépare à une période d'évolution. Est-ce que tout le monde est prêt à passer à l'évolution? Et ceux qui ne sont pas prêts, c'est une question de conscience. Ceux qui sont prêts à passer à l'évolution sont des êtres qui déjà ont atteint un certain niveau d'évolution. Pour passer de l'étape de l'involution à l'évolution, il faut que l'âme de l'homme ou que son esprit renouvelé, si vous voulez, soit suffisamment évolué pour subir le choc que crée la descente de l'énergie dans cet esprit-là. Le problème de l'évolution, c'est un problème de choc. Trop peu a été expliqué dans le passé concernant le choc. Qu'est-ce que c'est le choc? Le choc de l'énergie, le choc de la conscience, crée dans l'homme une transmutation. Et il y a des hommes qui sont capables de subir ce choc-là, de l'absorber, ce choc-là. Et ceux qui sont capables, qui ont la force morale, mentale, émotionnelle, de subir ce choc-là, que crée l'énergie lorsqu'elle descend, automatiquement connaîtront d'autres niveaux de conscience, s'ajusteront à l'énergie et entreront dans cette phase qui est indéfinie, qui est sans fin, qu'on appelle la conscience supramentale. Et les autres? Les autres devront retourner au monde de la mort. Ils seront obligés de retourner au monde de la mort pour parfaire leur expérience, pour en revenir un jour, pour pouvoir subir ce lien, cette fusion ou ce choc avec l'énergie. Parce que dans la nouvelle évolution, même si le nombre d'hommes sur la Terre sera très minime comparé avec la planète, ceux qui vivront de cette énergie, qui seront dans le pouvoir de cette énergie, vivront totalement en séclusion de l'humanité. Ils ne vivront pas avec l'humanité. D'abord à cause de leur pouvoir sur la matière, à cause de leur science, à cause de leur définition vis-à-vis l'évolution future. Les peuples, les nations d'aujourd'hui, les cultures d'aujourd'hui doivent être éventuellement homogénéisées dans le sens que les différences catégoriques et psychologiques des différentes cultures, des différentes races, des différentes nations doivent être données un dénominateur commun pour que le chinois, le russe, le sud-américain, l'américain, l'allemand, ainsi de suite, le japonais, pour que tous les peuples puissent avoir une conscience suffisamment homogène de leur humanité. Il faut qu'il y ait des forces sur la Terre qui puissent leur donner cette conscience. Par exemple, si on parle souvent du Messie ou de cet être qui vient à la fin du cycle de cet Horus moderne, si vous voulez, quelle est la fonction de cet être? La fonction de cet être, sur le plan cosmique, sur le plan d'évolution de la Terre, c'est de créer, de donner une force, une puissance de conscience suffisante à l'humanité pour que les nations puissent se joindre. Les nations ne peuvent pas se joindre si l'homme
fonctionne au niveau de son ego, au niveau de son esprit, de son ego. Il faut qu'il y ait une troisième force qui vienne bousculer les choses, arrêter certaines choses, accélérer d'autres choses, pour créer une cohésion chez l'homme. Et ça, c'est une des fonctions de cet être-là. Et c'est une fonction qui n'est pas unilatérale, parce que cet être-là ne travaillera pas seulement seul, il travaillera avec un groupe d'hommes, il travaillera avec un groupe d'individus ou d'intelligences qui, à cause du fait que l'homme aura passé d'une évolution à l'évolution, à cause du fait que l'homme sera prêt émotivement à regarder les étoiles, à cause du fait que l'homme sera capable maintenant de recevoir sur sa planète des intelligences qui sont plus avancées que lui-même, mais avec lesquelles il peut coordonner. Donc tout ce travail global permettra de créer sur la Terre, au niveau des Nations Unies, au niveau des peuples, un centre d'énergie suffisamment puissant pour projeter les nations d'aujourd'hui sur une nouvelle ligne d'évolution. Mais le pouvoir sera sur la Terre. Quand je dis le pouvoir de cet être-là, il sera sur la Terre, il sera absolu, et les peuples, les nations, les chefs de gouvernement seront obligés d'écouter. Et c'est à partir de ce moment-là que se créera l'âge d'or. C'est évident que l'âge d'or ne peut pas être créé à partir simplement du désir humain. Tous les hommes veulent la paix. Tous les hommes. Les Anglais veulent la paix, les Français veulent la paix, les Arabes, les Russes, les Américains veulent la paix. Mais personne ne veut la paix. Tout le monde veut la paix dans ce sens que tout le monde opte intelligemment pour la paix, mais les forces astrales dans l'homme sont tellement puissantes que l'intelligence de l'homme est brimée par ces forces-là. Moi, je vais vous dire un de mes plus grands désirs, si vous voulez, pour l'homme. C'est qu'un jour, les psychologues, les psychiatres, surtout eux, parce que ce sont ces êtres-là qui travaillent avec le mental humain, l'émotion humaine. Un de mes plus grands désirs, c'est qu'un jour, la psychologie et la psychiatrie, et surtout la psychologie, soient suffisamment mûrs, autrement dit, suffisamment libres dans l'ego, suffisamment déconstipés, suffisamment libres des écoles de pensée, pour pouvoir commencer à regarder ce que les ésotéristes ou les occultistes expliquent de l'homme. Si les psychologues, éventuellement, et il y en a individuellement qui le font, ils le gardent à couvert, si vous voulez, mais si les psychologues, un jour, ou les associations de psychologues, commencent à étudier avec des occultistes, autrement dit, des gens qui ont une vision particulièrement marginale de la nature des mécanismes de l'esprit, de la pensée, de la nature des mécanismes de la petite voix, qui troublent l'esprit, ainsi de suite. Alors, ces êtres-là qui sont très stables, qui peuvent travailler avec des êtres qui ont une profession occulte, qui sont aussi très stables, la liaison qui se ferait entre ces deux niveaux, si vous voulez, d'intelligence et d'intuition, produirait énormément de fruits dans une société où l'homme, demain, aura besoin des services très intelligents, très intuitifs de ces psychologues. Parce que plus le temps avance, plus la pression astrale contre l'homme devient grande, donc plus l'homme souffre, plus l'homme craque. Ce n'est pas l'homme, quand l'homme devient fou, ce n'est pas son esprit qui devient fou. Ce sont ses émotions et ses pensées qui ne sont plus harmonisées. La folie existe simplement en tant que symptôme pour l'esprit. C'est jamais l'esprit qui est fou. Ce sont les mécanismes psychologiques de l'ego, au niveau du mental et au niveau de l'émotion, qui créent un screen, qui crée du brouillard. Donc l'esprit n'est plus capable de communiquer avec l'ego. Donc il y a une scission, il y a ce qu'on appelle la folie. Et un jour, si les psychologues sont capables de comprendre ce jeu-là,
à une échelle suffisamment large, s'ils sont suffisamment ouverts d'esprit pour comprendre des choses qui ont, pendant des siècles, été données à l'homme et qui ont été cachées dans des écoles ésotériques, il y a beaucoup de gens dans le monde qui pourront faire référence à ces écoles et aller chercher de l'information nécessaire pour pouvoir briser sur eux-mêmes le pouvoir astral qui devient très très fort et qui va devenir de plus en plus fort jusqu'à temps qu'il soit totalement brimé et arrêté à la fin du cycle par ce qu'on appelle les forces de lumière ou des êtres comme ce Horus moderne qui travaillera avec d'autres intelligences pour établir sur la Terre un gouvernement à la fois puissant, occulte et invisible, pour aider à la gestion des affaires de l'humanité, de la science, de l'économie, de la politique de l'humanité. Parce que les hommes ne sont, même aujourd'hui, les hommes ne sont plus capables de conférer entre eux autour d'une table ronde avec intelligence. Il y a beaucoup trop d'astralité dans l'ego, dans l'individu. Et l'ego en est pas responsable, l'ego en est pas conscient, l'ego en est simplement victime. Je faisais l'expérience avec un type qui travaille pour la NASA en lui demandant pourquoi il travaillait pour la NASA, pourquoi il travaillait au développement de technologies dangereuses pour l'homme. Puis son argument logique, intelligent, rationnel, c'était pour la sécurité du monde occidental, pour la sécurité nationale des États-Unis. Ça, c'est l'ego, ça. Mais ensuite, je disais, d'où viennent tes idées, d'où viennent tes pensées, d'où vient? Il me disait, ça vient de moi. Et je disais, va dans ta tête et demande d'où viennent tes idées. Et vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Et il était très gêné. La réponse qu'il m'a donnée, il m'a dit, mange de la merde. Et là, il s'est repris et il m'a dit, c'est pas moi qui t'ai dit ça. J'ai dit non. Pas toi. Maintenant, j'ai dit, demande qui? Il demande qui? Et on a fait le processus de l'origine de sa pensée. Et il s'est aperçu que ses pensées créatives, mécaniques, rationnelles, nationalistes, vis-à-vis les armements et tout ça, venaient d'un certain plan de l'astral. Depuis ce temps-là, le type ne travaille plus pour la NASA. Alors, si vous considérez que dans le monde de la science, dans le monde des armements, dans le monde de la destruction, les hommes sont infusés des pensées, et à l'intérieur des pensées qu'ils reçoivent, ils ne peuvent plus à un certain moment distinguer les pensées créatives qui viennent de leur intelligence avec les pensées suggestives qui viennent d'autres intelligences. C'est la situation astrale de l'homme aujourd'hui. Mais si ce type-là est un spécialiste, je sais trop, moi, de la mise en orbite d'un satellite, s'il ne travaille plus pour la NASA, il ne travaille plus. Pardon? Parce qu'à part de la NASA, il n'y en a pas d'autres qui mettent des satellites en orbite. La NASA ne fait pas simplement des travaux. Non, je donne un exemple. Autrement dit, quelqu'un qui se conscientise à un moment donné. Un homme qui se conscientise à un moment donné est obligé de travailler, d'utiliser des pensées créatives. Il ne peut pas utiliser de pensées qui ne sont pas créatives. Il ne peut pas utiliser des pensées qui sont suggestives. Le problème de l'homme, c'est qu'il n'est pas capable de faire la différence, il n'a pas le discernement, si vous voulez, entre une pensée qui est créative, qui est sienne, et une pensée qui est subjective et qui n'est pas sienne. Il y a dans l'homme une polarité. Il y a ce qu'on appelle le bien, le mal, le bon, le mauvais. Il y a des pensées de basse vibration, il y a des pensées de haute vibration, il y a des pensées de haute spiritualité. Regardez le curé d'Ars. Combien les saints ont souffert toute leur vie avec la polarité de leurs pensées. Une minute, ils étaient en état d'extase, et la minute ensuite, ils étaient en contact avec ce qu'ils appelaient dans ce temps-là le Satan, le satanisme. Donc, l'homme, dans un cadre plus moderne, n'est pas en contact nécessairement avec le satanique, comme on le parlait dans le temps, mais l'homme est en contact avec des plans d'énergie qui devront être un jour utilisés constructivement et compris
constructivement par les psychologues. Les psychologues, en tant qu'éducateurs de la formation psychologique de l'homme, en tant que personnages cherchant à maintenir un équilibre chez l'individu, ont le droit et ils ont aussi le devoir de reconnaître toutes les frontières de l'homme. Vous savez, Freud, il est vieux de quelques années. Jung, l'école behavioriste. Alors, la psychologie, c'est une science qui est totalement neuve. Si l'homme aujourd'hui réalise au niveau de la matière que la matière est infinie, imaginez-vous l'esprit de l'homme. Donc, nous ne pouvons pas, en tant que psychologues, nous permettre d'arrêter nos recherches et de fermer la porte à la pensée marginale qui nous tracasse parce qu'elle n'est pas scientifiquement mesurable, qu'on appelle l'ésotérisme, l'occultisme ou les sciences un peu plus philosophiques, un peu plus cachées, qui dans le passé étaient cachées, mais qui maintenant sont dans le public. Et c'est un signe de maturité, c'est un signe de puissance mentale, mais il faut être averti, il faut être délicat dans le processus d'observation, de recherche. Il ne faut pas être trop pris par l'imagination, c'est très, très délicat. Vous avez des hommes comme Steiner qui ont fait des études profondes dans les domaines des mondes supérieurs et qui ont réalisé l'importance de faire attention et de faire attention et de faire attention, parce que l'homme est un être qui est confondu par ce que moi j'appelle le mensonge cosmique, qui est quoi? Qui est l'organisation psychologique, verbale, symbolique de toute l'institutionnalisation de la pensée humaine sur le plan astral, versée dans le cerveau de l'homme pour le maintien sur la terre de l'ignorance. Donc, l'homme aujourd'hui qui est prêt, qui est capable, qui a l'esprit solide, qui a un bel esprit, comme ces hommes de science, se doit d'explorer avec d'autres personnes qui sont dans d'autres lignes d'activité de recherche les aspects extrêmement profonds et extrêmement voilés de la nature humaine. Parce que plus les années viennent, plus il y aura de folie. Je l'ai dit il y a 4 ans. Il y aura la folie de la fin du cycle, ce sera la maladie la plus grave, la plus évidente. Et ce sera dans les sociétés où il n'y a plus de compression, aux États-Unis, ainsi de suite, en Europe. Et lorsque viendra ce resserrement chez l'homme, il faudra que l'homme soit suffisamment fort, l'homme, l'individu, parce que moi, je considère toujours l'homme en tant qu'individu, non pas en tant que collectivité. Il faudra que l'homme soit suffisamment fort, solide, pour voir ce serrement dans le monde, sentir ce serrement dans le monde, mais lui, ne jamais se sentir serré. Donc, ceci demande de la conscience. Donc, ceci demande de l'intelligence créative. Et l'intelligence créative, pour qu'elle soit puissante chez l'homme, il ne faut pas qu'il y ait trop d'influence astrale sur son esprit, sur son intelligence. Et pour éliminer cette influence astrale qui est rampante et qui devient de plus en plus pressante, il faut absolument que l'homme commence à réaliser qu'il y a en lui de la lumière, c'est-à-dire qu'il y a en lui de l'intelligence, mais de l'intelligence qui ne doit pas être bafouée, qui ne doit pas plier sous la pression extérieure des normes sociales, des normes philosophiques, des normes culturelles. Un individu ne peut pas se permettre de plier le roseau parce que le vent autour de lui, le vent social, va contre sa verticalité. On parle dans les constitutions des peuples de la liberté de penser. Donc la liberté de penser veut dire quoi? La liberté de penser veut dire la liberté de penser pour soi-même. La liberté de pouvoir penser pour soi-même. Un homme doit avoir le pouvoir, le droit de penser pour lui-même. Si l'homme, on lui enlève le droit de penser pour lui-même, ce n'est plus un être libre et l'institutionnalisation de ces principes constitutionnels n'est qu'une farce. Alors, il y a dans le monde des esprits, il y a des hommes dans le monde qui combattent pour ceci. Ils combattent à différents niveaux. Il ne s'agit pas de combattre contre l'homme. Il s'agit de combattre contre les forces dans l'homme qui sont anti-homme. Et c'est ça, nous sommes rendus à ce stage aujourd'hui. C'est pour ça que moi,
En tant qu'individu, je ne me préoccupe pas de l'humanité dans sa généralité, parce que l'humanité doit vivre son karma, l'humanité doit vivre son expérience. Il y a trop de mémoire dans l'âme de l'homme. Je me préoccupe simplement des hommes sur la terre qui ont une conscience ou qui ont la vibration pour aller plus loin que la conscience psychologique, afin de rentrer dans la conscience pure, afin de rentrer dans l'intelligence pure. Et je parle, j'explique, et ceux qui peuvent comprendre éventuellement ce que je dis, parce que déjà, ils le saisissent en eux-mêmes, déjà, ils entrent dans leur intelligence. Les hommes ne peuvent pas indéfiniment suivre des hommes qui jettent de la lumière. Les hommes doivent éventuellement pouvoir, de par leur propre intelligence, aller dans le monde, aller dans leur direction, avec la certitude de leur propre lumière. Le grand Steiner le disait. Steiner il disait, lorsque l'homme passe le seuil, passe le point dans sa vie, où le gardien du seuil lui cache la réalité, il faut qu'il entre derrière le seuil avec sa propre lumière, parce qu'il n'a plus à ce moment-là le support des êtres spirituels. Donc, lorsque l'homme n'a plus le support des êtres spirituels, qui sont sur des hauts plans astraux et qui travaillent pour l'évolution spirituelle de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Qui est-il? De quel support peut-il vivre? Il ne peut vivre que du support de sa propre lumière. C'est la nouvelle évolution. À ce moment-là, qu'il se passe quoi que ce soit dans le monde, l'homme, il est autonome, il est centrique, il est libre. Mais libre, non pas comme nous le pensions dans le passé, non pas libre philosophiquement, ou non pas libre dans l'espoir d'avoir une certaine capacité d'être psychologiquement verbose, mais libre dans le sens qu'il se sait. Il sait où il en est vis-à-vis lui-même, donc il sait où il en est vis-à-vis de l'humanité. Et s'il rencontre des hommes dans le monde qui sont dans cette même vibration, ils formeront ces êtres-là une sixième race racine, automatiquement. Est-ce que l'âge a à voir avec cette évolution-là? Oui. Très définitivement, parce que je suis convaincu que pour absorber cette énergie qui change les neurones du cerveau, qui altère la personnalité, qui transforme l'être, qui fait passer l'homme du stage de la personnalité au stage de la personne, il faut avoir les reins solides, il faut avoir un bon cœur, il faut avoir de bons organes. Donc, il faut avoir un âge où l'homme biologique est suffisamment solide pour absorber cette énergie et aller plus loin, parce que éventuellement, l'homme dépassera les limites catégoriques de la spatio-temporalité. Donc, l'homme dans le rêve, lorsqu'il rêve, vit l'expérience des limites de la spatio-temporalité, mais il ne les vit pas en fonction de son ego, il les vit en fonction des images qui font partie de la mémoire universelle de l'humanité. Le rêve fait partie des images qui font partie de la mémoire universelle de l'humanité. Donc l'homme ne vit pas en dehors de sa conscience, au niveau de son ego. Autrement dit, il ne vit pas en dehors de sa conscience consciemment. Mais l'homme de demain devra vivre en dehors des limites du territoire psychologique, maintenu stable par les sens de cette spatio-temporalité. Donc, il sera obligé d'être capable de se déplacer dans un autre espace-temps, dans un monde parallèle, avec d'autres mondes, d'autres structures, d'autres lois. Et lui, il faudra revenir dans le monde matériel pour continuer à travailler sur le plan matériel. Donc, il sera obligé de vivre une vie à double image, une vie dans l'intérieur de laquelle il ne vit que sa morontialité, et une autre vie dans laquelle il vit sa mortalité, jusqu'au jour où il ne vivra plus sa mortalité parce qu'il aura fini son travail de morontialité planétaire pour entrer dans une morontialité cosmique ou interplanétaire. Donc l'homme n'a plus le choix à ce stage. Il n'est plus capable de vivre ces deux vies d'une façon parallèle sans être sur le plan matériel, physique, biologique extrêmement solide.
L'homme, c'est un être total. Moi, j'ai vécu cette énergie et je sais combien elle peut pousser et pousser et pousser et pousser et pousser et pousser l'homme. Et lorsque l'homme croit qu'il a été poussé jusqu'au bout, elle le pousse encore et encore jusqu'au jour où l'homme est suffisamment puissant dans sa conscience, dans sa réalisation, dans sa maîtrise de l'énergie pour la contrôler. À ce moment-là, l'homme termine son initiation. L'homme met fin à cette domination extraordinaire de la lumière en lui et il devient lui-même un être créateur. C'est pour ça que l'évolution de la conscience supramentale, la fusion, appelez ça comme vous voulez, cette nouvelle transformation de l'homme ne pourra être vécue que par un petit nombre d'hommes sur la Terre au début de ce cycle. J'en suis absolument convaincu. Et les autres hommes devront continuer. Il est évident que les hommes participeront à différents aspects ou différents effets de la conscientisation de la planète. Et certains seront spirituellement heureux de l'événement, certains mourront du choc de l'événement, mais au moins ils auront enregistré dans leur mémoire quelque chose. Donc, rendus dans le monde de la mort, ils seront préparés, ils pourront plus facilement reconnaître les droits de l'homme à la vie matérielle. Parce que le problème dans le monde de la mort, c'est que les êtres qui sont là veulent revenir dans le monde matériel, mais on ne leur permet pas le droit de reconnaître leur droit à ce retour dans la matière. Pourquoi? Parce que dans le monde matériel, les lois sont absolument anti-lumière. Ceci veut dire que dans le monde matériel, les lois sont établies et les ordres et l'organisation psychologique des mémoires est faite de telle sorte que, aussitôt qu'un esprit ou qu'une âme revient dans ce monde, elle est régie par la hiérarchie de ces mondes. Et la hiérarchie qui régit le monde astral, c'est une hiérarchie qui est automatiquement luciférique. Et quand je dis luciférique, je ne veux pas dire luciférique dans le sens moral chrétien du terme. Luciférique veut dire lumière. Mais la lumière astrale est tellement puissante que les êtres ou les âmes qui sont régis par cette lumière ou qui sont régis par l'absence de cette lumière sont incapables de voir que cette lumière n'est qu'une luminosité, qu'elle n'est pas réellement, qu'elle ne fait pas partie réellement de ce qu'on appelle le rayon de la création. Donc, l'être qui est mort est un être qui est absolument temporalisé, il est absolument prisonnier du monde du temps, comme l'homme sur le plan matériel est absolument prisonnier du monde de la matière. Dans la nouvelle évolution, il y a un renversement des rôles. L'homme de la matière est libéré du monde de la matière à cause de sa mononcialité, et le monde de la mort est libéré du cocon du temps. Donc, il sera capable à l'homme qui est mort de revenir dans la matière lorsque il sera connu dans ses plans ou que ses plans seront ouverts par des initiés, leur laissant savoir que dans telle partie de la terre, dans telle nation, dans telle culture, il y a suffisamment de lumière pour absorber leur mémoire afin de la transformer, pour que plus tard chez eux aussi il y ait fusion, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle dans les textes religieux la résurrection des corps. Ce que vous appelez dans les textes religieux la résurrection des corps veut dire la raréfaction dans la mémoire, l'élimination dans la mémoire, permettant à l'âme de devenir pur esprit. L'âme devenant pur esprit, l'homme est un être moronciel. L'homme étant être moronciel, il est automatiquement en résurrection parce qu'il a le pouvoir sur la matière. Dans les canons ésotériques, occultes, chrétiens, ésotériques des religions, on parle toujours à l'homme pour flatter son imagination, pour adoucir ses mœurs, pour donner à son émotion une certaine stabilité par la voie du désir spirituel, de l'espoir. Mais dans la réalité cosmique, les choses ne se passent pas ainsi. Dans la réalité cosmique, l'homme est obligé de comprendre les lois de la vie, qui sont les lois de cette énergie, afin de briser les lois de la mort, donc qui font partie de sa façon de penser, donc qui font partie de ses attitudes,
donc qui font partie de sa personnalité, pour en arriver à détruire complètement le pouvoir de la personnalité sur l'ego, afin d'engendrer le pouvoir de la personne sur son ego. Donc, lorsque l'homme est dans sa personne, il le sait. Un homme qui est dans sa personne, il le sait. Étant dans sa personne, il est dans son esprit. Étant dans son esprit, il est en communication avec cette énergie. Donc, ensuite, il a mortalité et il fait partie de ce groupe d'hommes qui auront le pouvoir sur la mortalité éventuelle. Mais pouvez-vous bien me dire qu'est-ce qu'il y a dans la matière qui n'est pas de l'esprit? Il n'y a rien dans la matière, mon cher, qui n'est pas esprit. L'esprit est tout partout dans le cosmos. Le cosmos est esprit. Les différents plans du cosmos sont esprit. Tout est esprit. Je vais vous dire quelque chose concernant l'esprit. Pour nous, l'esprit est un mot, parce que nous ne sommes pas des scientistes. Nous n'avons pas la science de l'esprit, c'est-à-dire que nous n'avons pas la science de la lumière. C'est-à-dire que nous ne sommes pas lumière. Si nous étions lumière, nous aurions la science de la lumière, donc nous comprendrions parfaitement les lois de l'esprit, c'est-à-dire que nous comprendrions parfaitement les lois de la relation entre la lumière sur les plans les plus infinis, c'est-à-dire la lumière libre, c'est-à-dire l'énergie indifférenciée, et les plans construits où la lumière n'est plus libre. Donc l'esprit, c'est une lumière. Et l'esprit est plus ou moins organisé, plus ou moins développé. Dans le cas de l'homme, l'esprit est très développé. Dans le cas des hiérarchies, l'esprit est extrêmement développé. Donc l'esprit existe sur tous les plans de la création. Le verre, la table, c'est de l'esprit. Mais chez l'homme, l'esprit est réflectif. C'est-à-dire que chez l'homme, l'esprit est capable de se servir de la mentalité, c'est-à-dire de la mémoire, pour créer dans l'expérience humaine à travers des sens une action. Cette action fait partie du domaine de l'esprit, fait partie de l'expérience de l'esprit. Mais ce n'est pas assez. Parce que l'esprit ne veut pas agir dans la matière par réflexion. L'esprit veut agir dans la matière par imposition, par interpénétration. L'esprit de l'homme veut commander à la matière pour que l'homme puisse, sur le plan matériel, sur le plan sensoriel, sur le plan de la matière, élever la vibration de la matière. Autrement dit, la spiritualiser. Autrement dit, donner à la Terre une science qui est cosmique, comme la science qui fait partie des êtres qui viennent des autres espaces. Et pour que ceci se fasse sur la Terre, il faut qu'il y ait une conjonction entre l'ego, l'esprit et la lumière. Il faut qu'il y ait une conjonction entre l'ego, l'esprit et la lumière. La lumière, ce n'est pas de l'esprit. La lumière, c'est de l'énergie. L'esprit, ce n'est pas de l'énergie. L'esprit, c'est la lumière emmagasinée dans une forme. L'ego, ce n'est pas de l'énergie dans l'esprit. L'ego, c'est la manifestation de l'esprit à travers un plan d'énergie qu'on appelle le mental. L'ego, c'est quelque chose qui est fait d'une capacité réflexive dans une partie quelconque du cerveau. Donc, l'ego, c'est quelque chose qui existe à la fois sur le plan occulte de l'homme, qu'on appelle le mental, et qui existe aussi sur le plan matériel de l'homme, qu'on appelle le cerveau. Donc, l'esprit doit utiliser à la fois le plan subtil de l'énergie du mental, en conjonction avec l'organisation cellulaire du corps physique sur le plan physique, pour pouvoir pénétrer la matière. L'esprit veut descendre dans la matière. L'esprit doit descendre dans la matière parce que ça fait partie des lois de l'esprit. Ça fait partie des lois de l'esprit, la descente dans la matière. On a toujours parlé contre la matière parce qu'on a voulu spiritualiser l'homme. Mais on ne peut pas spiritualiser l'homme éternellement. Éventuellement, il faut lui donner une conscience scientifique à l'homme. Et pour qu'il ait une conscience scientifique dans le sens réel du terme, il faut qu'il perde sa spiritualité. À ce moment-là, l'esprit descend dans la matière. À ce moment-là, la matière obéit à l'homme. C'est-à-dire qu'elle obéit à l'esprit de l'homme. C'est-à-dire qu'elle est régie par les lois de la lumière. C'est la prochaine évolution. Où se termine et où commence l'esprit dans la matière et l'esprit différencié de la matière qui compose le corps biologique de l'homme et qui est son esprit? L'esprit de l'homme. Si nous prenons le corps matériel de l'homme, le corps vital de l'homme, le corps mental de l'homme, le corps émotionnel de l'homme, ceci fait partie de l'esprit de l'homme. Mais ce n'est pas l'esprit dans l'homme. L'esprit de l'homme, c'est l'accumulation de la mémoire d'âme de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est l'accumulation au cours des cycles de la mémoire d'âme de l'homme. Donc, quand l'homme vit au niveau matériel, vital, astral, mental, il ne vit qu'au niveau de la mémoire d'âme. Donc, c'est l'esprit de l'homme. Mais ce n'est pas l'esprit dans l'homme.
Pour qu'il y ait l'esprit dans l'homme, il faut qu'il y ait un autre plan. Cet autre plan, c'est ce que nous appelons la conscience supramentale. Cet autre plan-là ne peut pas être créé par les mémoires. Il ne peut pas être créé par l'ego. Il ne peut être créé que par la lumière, à travers l'esprit, imposé à l'ego pour la destruction de l'âme, pour la reformulation de l'esprit sur un plan éthérique ou vis-à-vis un monde parallèle qu'on appelle le plan morontiel ou le monde du double. Donc l'homme doit connaître parfaitement sa relation entre l'esprit, l'énergie, la forme, l'âme, la matérialité, la vitalité, l'émotion et le mental, afin de pouvoir se constituer en tant qu'être morontiel, c'est-à-dire en tant qu'être possédant son esprit, ne possédant plus l'âme, mais étant capable, à cause de la force de son esprit, de contrôler l'énergie indifférenciée, afin qu'il puisse, dans la matière, élever sa vibration. Le but de l'homme sur une planète, c'est d'élever les vibrations de la planète, c'est d'élever les vibrations de la forme. C'est sa fonction. Alors, lorsqu'il a fini cette fonction, lorsqu'il a engendré les rouages extrêmement avancés d'une civilisation cosmique, à ce moment-là, il peut changer de plan, il peut détruire le corps matériel, c'est-à-dire le neutraliser, partir avec son corps morontiel et se joindre à d'autres êtres dans d'autres parties du cosmos et continuer l'évolution, continuer la construction du cosmos, mais selon des lois qui sont beaucoup plus perfectionnées. L'homme est un scientiste. L'esprit, c'est l'application de la science de la lumière dans la forme. L'esprit, c'est l'application de la science de la lumière dans la forme. Sans l'esprit, la lumière ne peut pas utiliser la forme. Sans l'esprit, la lumière ne peut pas descendre dans la forme. C'est pour ça que l'esprit a été créé par les esprits de la forme. Les esprits de la forme étant des êtres qui, étant dans la lumière, possédaient la capacité de créer la forme, afin que cette forme, avec le temps, puisse être remplie d'esprit. Et c'est avec le mouvement et l'évolution de la conscience atomique sur les plans les plus bas de la création qu'au cours des âges et des âges et des âges, l'esprit de la forme fut conçu et que l'homme put naître dans le cosmos, mais dans les mondes intérieurs de la matière astrale. C'est à partir de ce moment-là que l'homme est descendu dans le monde pour goûter à travers l'âme des jeux de la matière, tant sur le plan de la sensorialité que de la sensualité. Mais ce n'est pas fini. L'homme ne peut pas simplement vivre de sensorialité et de sensualité. Un jour, l'homme doit vivre de créativité. Et ceci veut dire d'application dans la matière des lois de la lumière à travers le pouvoir de l'esprit qui est sien parce qu'il a été capable, par la transformation de ses corps inférieurs, de neutraliser le pouvoir animique de sa conscience pour créer le corps morontiel qui devient demain son corps réel. Ce ne sera plus le corps humain, le corps matériel de l'homme, qui demain sera important, ce sera son corps morontiel. Et lorsqu'il aura fini sur la terre, à cause de sa science, à cause de sa connaissance, son savoir, le travail, il partira lentement et en paix. Donc, il ne mourra pas, il laissera simplement derrière son véhicule, au lieu de retourner par la mort au monde de l'astral et recommencer des cycles d'évolution. L'opinion de certains chercheurs physiciens, dont Jean Charon, essaie de situer la particule personnalisée de chaque être qu'on appelle l'âme. Lui appelle ça l'éon primordial, dans la biologie du corps. C'est-à-dire que comme vous nous avez défini qu'il y a de l'esprit dans la matière, que dans le spermatozoïde, l'ovule, il a fallu qu'il y ait un mécanisme qui enclenche la biologie de tout un corps physique. Ils essayent de remettre le doigt, eux autres, avec les microscopes invisibles, là, parce que ça va trop loin dans l'infiniment petit, dans la cellule primordiale de l'être, ou même pas la cellule, l'atome primordial de l'être, qui n'est même pas encore de la matière, mais qui est de l'esprit. Êtes-vous d'accord avec cette théorie qu'il y a dans chaque être la particule non matérielle, mais agissant sur la matière au niveau de la construction complète de l'être? Autrement dit, l'architecte, l'ingénieur, le contrôleur de l'édification du corps biologique physique de l'être se situerait à un endroit dans l'espace et dans le temps qui prend possession du corps, le temps de le vivre, et quand le corps est plus viable, cette particule qui n'est pas matière mais qui est à mi-chemin entre la pureté de l'esprit et la matière retourne sur les plans de l'astral, comme vous dites. Quand tout est un tout, finalement, il n'y a rien qui se...
On divise les choses en les descendants, mais quand on remonte, on les réunifie. L'esprit, je n'ai rien contre cette façon de voir les choses. L'esprit, c'est l'esprit qui crée le véhicule. C'est l'esprit qui est l'architecte de l'âme. C'est l'âme qui devient la mesure de la quantité plus ou moins perfectionnée du matériel qui doit être utilisé plus tard dans l'incarnation pour créer des véhicules plus ou moins perfectionnés. Vous ne pouvez pas demander à un esprit ou à un âme, parce que pour moi, dans le mot âme et esprit, il y a deux mondes. Il y a soit le monde de l'âme, ou il y a soit le monde de l'esprit pur, ou il y a le monde de la transition. Mais je reviendrai sur ce que je veux expliquer au niveau de l'esprit. Mais derrière la matière, dans le monde de l'antimatière, il existe l'âme. L'âme fait partie du monde de l'antimatière. Et dans ce monde de l'antimatière, il y a tout le matériel nécessaire à la construction des corps matériels. Donc, lorsque l'âme a besoin de telle expérience sur le plan matériel, elle a besoin d'un corps. Elle a besoin d'une nation, d'une culture, d'une race, d'une couleur, d'une famille. Donc, elle a besoin de la mémoire. Donc, elle se sert de sa mémoire pour construire les établissements locaux au niveau des neurones, au niveau des cellules, vis-à-vis l'émotion et le mental. Parce que dans l'homme, toute cellule, tout aspect biologique est très fortement lié à l'activité émotive et mentale. Et cette activité émotive et mentale détermine la logistique de l'âme au cours du plan de vie. Autrement dit, l'âme sait que dans tant d'années, le corps physique ne pourra plus soutenir la pression des tensions créées par l'émotivité et le mental de l'âme. Parce que l'âme connaît son matériel de construction. L'âme, en tant qu'architecte, sait qu'elle ne peut pas utiliser un meilleur matériel que celle qu'elle a maintenant, parce qu'elle sait que l'homme n'a pas pu lui donner une plus grande expérience. Donc, au fur et à mesure qu'elle avance dans l'incarnation, dans l'expérience matérielle, elle possède des matériaux de plus en plus perfectionnés. Donc, rendu au stage initiatique, vous avez un mental, un émotionnel, un vital et un physique qui est suffisamment perfectionné pour qu'elle puisse à ce moment-là commencer à se retirer. C'est-à-dire pour qu'elle puisse laisser sa fonction d'animatrice de programmation, autrement dit, élimination de la mémoire, pour permettre que l'homme, maintenant, au lieu de vivre de mémoire, vive de l'énergie du rayon qui transperce son esprit et qui s'enligne directement avec ses centres moteurs jusque dans la matière. Mais il faut que l'âme, elle, pendant les cycles d'évolution, ait suffisamment d'expérience pour amener l'homme à ce stage. Donc, effectivement, si vous voulez employer le terme de Léon, de ce monsieur, c'est normal, c'est bon, on peut expliquer quelque chose de différentes façons, de n'importe quelle façon. Du moment que la science reconnaît ou établit, ou vise à établir que l'homme, ce que nous appelons l'homme, c'est-à-dire le matériel, le vital, l'émotion et le mental, n'est qu'une structure, n'est qu'une enveloppe, à l'intérieur de laquelle existe une autre dimensionnalité qu'on appelle l'âme, qui demain deviendra l'esprit pur de l'homme, c'est-à-dire le siège de son intelligence, mais établi au niveau du mental supérieur, non pas au niveau du mental inférieur. L'homme ne peut pas vivre son esprit au niveau du mental supérieur parce que, au niveau du mental supérieur, l'homme est obligé de penser, et lorsque l'homme est dans son esprit, il n'a pas besoin de penser. Il peut communiquer avec son esprit, mais il ne peut pas penser. Il n'a pas besoin de penser. Le phénomène de la pensée subjective, réflexive n'existe pas parce que l'émotion est disconnectée du mental inférieur. Donc à ce moment-là, l'esprit de l'homme se juxtapose avec le plan mental qui est une autre énergie qui fait partie de sa conscience supérieure, qu'on appelle la conscience supramentale si vous voulez, mais qui est le produit de l'action de l'énergie, du rayon, de l'énergie primordiale à travers cet esprit pour la fusion avec l'ego. Je dirais peut-être un sacrilège, mais pourquoi mettre tant d'emphase sur l'importance de l'humain, puisque les humains écrasent des fourmis? Pourquoi il n'y aurait pas des êtres supérieurs qui pourraient considérer que l'humain est une fourmi à un autre niveau
Et pourquoi nous... L'humain qui se considère fourmi, c'est un humain fourmi. Alors, ma réponse, elle est brève. L'homme, bon, j'essaie de faire passer un message, que ceux qui peuvent le penser, le saisir, le réaliser. L'homme est à la mesure de ce qu'il peut savoir. Autrement dit, là, un homme, un être humain, conscient, inconscient, supraconscient, est à la mesure de ce qu'il peut savoir. Être à la mesure de ce qu'il peut savoir veut dire être à la mesure de ce qu'il est capable de subir du savoir. Être à la mesure de ce qu'il est capable de subir, de supporter du savoir, veut dire être à la mesure de ce qu'il est capable de détruire en lui qui est ignorance. Être à la mesure de ce qui est en lui ignorance et sa destruction est à la mesure de la souffrance qu'il vit lorsqu'il prend conscience de l'énergie en lui, de la manipulation de cette énergie à travers son esprit, à travers son ego, par l'entremise de ses émotions et de ses pensées. Et c'est là que se fait la division entre l'homme initié et l'homme initié. Et ensuite, il y a une période de temps. Et lorsque l'homme est suffisamment conscient, initié, réalisé, il est capable de construire au niveau de son cerveau, par l'entremise de son cerveau, les pensées les plus vastes, les plus inconnues, les plus incompréhensibles, les plus irréalisables, les plus impossibles, et ces pensées sont la fondation de son savoir. Ces pensées amènent vers lui une énergie. Cette énergie est la même énergie qui construit son corps morontiel. Donc, l'homme construit son corps morontiel selon le pouvoir qu'il a de dépasser les limites de l'âme pour entrer dans la capacité très grande de son esprit d'absorber l'infinitude de la lumière. À partir de ce moment-là, selon l'évolution de son esprit, selon la capacité de son esprit, selon la structure de son émotion, de son mental, de son vital, de son physique, il est capable de neutraliser en lui tout ce qui est mémoire, c'est-à-dire tout ce qui est su. Lorsqu'il a neutralisé tout ce qui est su, il n'est plus capable de regarder en arrière de lui, il n'est plus capable de s'occuper de ce qui a été dit, il n'est simplement capable que de regarder devant lui, et c'est lui qui parle. Et ce qu'il dit devient ce qu'il est, ce qu'il sait. Donc, ce qu'il dit devient la pierre angulaire de la nouvelle évolution. Ça, c'est le rôle de l'homme demain. C'est pour ça que les hommes demain, les hommes de la 6e race racine, ne feront pas référence au passé pour construire l'avenir. Ils feront référence à ce qu'ils sont maintenant dans leur propre morontialité. C'est pour ça qu'ils créeront des œuvres sur la terre que les Atlantes n'ont jamais osé et pu imaginer dans les plus grandes expertises de leur conscience astrale. Parce que l'homme, c'est difficile de faire comprendre ceci, de transposer ceci à l'homme. L'homme est un être qui a été, pendant l'évolution, assujetti. Assujetti. Moi, je parle à plusieurs personnes. Je ne sais jamais ce que je dis, je ne sais jamais ce que je vais dire, je n'ai aucune mémoire de ce que je dis, je n'ai pas besoin de la mémoire de ce que je dis, et je suis bien. Pourquoi? Parce que si je parle, ou si je parle avec vous, ou si je parle avec d'autres, je construis au fur et à mesure que je parle. Et c'est le fait que je construis au fur et à mesure que je parle, que ce que je dis est si difficile à comprendre, non pas parce que c'est difficile à comprendre, mais parce que les hommes, lorsqu'ils écoutent quelque chose, ils écoutent quelque chose avec la mesure de leur mémoire. Ils ne sont pas capables d'écouter quelque chose sans mémoire. Donc, ils ne sont pas capables d'écouter quelque chose sans essayer de le comprendre, parce qu'ils sont assujettis à leur pensée subjective, ils sont assujettis à la mémoire de l'humanité, ils sont assujettis à la philosophie, ils sont assujettis à la culture. Ils ne sont pas capables de vivre le vide de leur conscience.
Donc, ils ne sont pas capables de sentir vibratoirement ce que je dis. Ils ne sont pas capables de réaliser que ce que je dis fait partie de ce qu'ils savent. Donc, ils ne sont pas capables de comprendre ce que je dis. Ils ne s'attachent qu'à la forme de ce que je dis et ils font des erreurs monumentales. Se pourrait-il que des jeunes de 14-15 ans soient plus proches de l'état d'esprit que vous avez Oui. que des vieux philosophes et des Oui, théologiens? effectivement, parce qu'ils ont moins de mémoire. Ils ont moins de mémoire. Ils ont moins de mémoire. Et la fameuse phrase qui disait « les premiers seront les derniers, mais les derniers seront les premiers ». Qu'à notre époque, on a des jeunes qui arrivent, qui seront les premiers prêts à la 6e race. Oui, parce que nos enfants, les enfants, malgré toutes les voies de la conscience et toutes les turbulences psychologiques de la société, les enfants ont une certaine sensibilité, ils ont quelque chose. Il y a des gens âgés aussi, naturellement, mais je parle de la jeune génération. Ils ont quelque chose qui est vibrant. Ils ont passé par la crise. Ils ont passé par la crise du doute du système. Ils ont mis le système en doute. Ils n'ont pas fait de révolution, mais ils ont mis le système en doute. Et dès qu'ils ont mis le système en doute, ils ont commencé à voir, à sentir, à percevoir en eux quelque chose, ainsi de suite. Donc ces gens-là sont prêts, c'est le sel de l'avenir, ces hommes, ces jeunes. Ils ont 14 ans aujourd'hui, demain ils auront 28 ans, ainsi de suite. Il y en a quand même très peu à travers le monde qui parlent comme Bernard parle, mais ici au Québec, on a Bernard et nos jeunes ont les cassettes et tout le monde étudie, écoute, crée des organisations, des cellules de supramentales ou de pilules supramentales grâce aux cassettes. Et on aura une génération prochainement qui va être à l'image de... Je vais vous dire quelque chose d'intéressant sur ceci. Ça va rassurer beaucoup de gens. Au cours des années, je fais 8 ans. Au cours des années, les gens qui aujourd'hui sont intéressés au supramental seront écœurés du supramental. Et quand les gens seront écœurés du supramental, ils commenceront à être supramental. Tant qu'ils seront intéressés au supramental, ils seront dans la psychologie, dans la recherche spirituelle du supramental. Ils créeront, ils voudront soit faire quelque chose ou comme vous dites, imiter ma personne, et c'est ça ne me dérange pas. Et ça fait partie de leur expérience. Et même c'est bon parce que ça leur fait découvrir des choses, ainsi de suite. Mais je dis que l'homme supramental, parce qu'oubliez pas que nous parlons de supramental aujourd'hui parce que nous sommes obligés de définir quelque chose qui ne se définit pas dans le fond. Mais je dis que dans une 8aine d'années, les gens qui aujourd'hui sont les forcenés du supramental, il y en a dans la salle comme ça. Ces gens-là ne seront plus intéressés au supramental. Ils seront simplement intéressés à vivre. Ils seront intéressés à travailler, s'occuper de leurs enfants. Parce que être intéressé au supramental, c'est une attitude égoïque. C'est une illusion de l'ego. C'est normal. L'homme ne peut pas arriver à quelque chose sans passer par quelque chose. Vous ne pouvez pas arriver à la porte sans passer par le plancher. Donc, la recherche de l'homme aujourd'hui, elle est normale. Et que ce soit au niveau de la conscience supramentale ou que ce soit au niveau de n'importe quoi, c'est normal que les êtres, à cause de leur mécanisme égoïque, engendrent toutes sortes de choses. Mais il faut aussi réaliser que ces êtres sont en voie d'évolution. Donc, il faut être suffisamment objectif, suffisamment mûr pour voir qu'il y a au moins dans le monde des gens qui s'intéressent à quelque chose qui dépasse au moins la conscience de leur nombril. Alors, c'est dans ce sens-là. Mais je sais que moi, je suis conscient, je suis un homme dans ma peau, je parle. Mais si vous me demandez est-ce que je suis intéressé à la conscience supramentale, ça ne me dit rien. J'explique la conscience. Est-ce que je peux expliquer quelque chose dans le monde sans être intéressé à cette chose d'un point de vue psychologique, effectivement? Moi, je suis intéressé à couper mon bois à la maison, à
aller voir un cinéma, à manger, à dormir, à me lever, à écrire. Mais je ne suis pas intéressé au supramental. Je m'en fous qu'on donne en 40 du supramental. C'est une forme, c'est un mot, c'est un concept à l'intérieur duquel on englobe une myriade de mots et d'expressions pour aider l'homme à comprendre que demain, il sera conscient. Et lorsqu'il sera conscient, il ne sera plus intéressé au supramental. Il en aura ras-le-bol du supramental. Comme ça, Bernard de Montréal, même si quelqu'un a écouté toutes vos cassettes, est allé à des séminaires, à des rencontres de salon, vous lui donnerez jamais un diplôme. Donner un diplôme à qui? Au monde? Quand vous croyez que je suis fou? Je suis intéressé à parler. Je parle. Peut-être que vous donnerez des diplômes. Peut-être que celui qui fait une école ou qui parle du supramental donnera un diplôme. Peut-être qu'un jour, les gens feront de la connerie avec ce que je dis. Mais ça, c'est pas ma faute. Si les gens un jour donnent des diplômes, peut-être que je me mettrai une moustache comme vous et j'irai en chercher un. Merci Bernard de Montréal. Rendez-vous dans un mois.